Je te dis, c'est l'immersion totale, c'est le mieux que je fasse. On m'a invité au Forum économique international de Saint-Pétersbourg cette année. Tu aurais dû y aller. C'est United Nations, super événement. J'avais très envie d'y retourner. En fait, j'ai même dit, pourquoi ne m'invitez-vous pas pour parler des sanctions, mais ça n'a pas du tout pris. Je pourrais en parler de façon indépendante, mais ils m'ont invité ce week-end. Je serai en Géorgie et ils m'ont invité il y a environ 4 semaines, je crois. Les gars, je suis United Nations homme très occupé. S'ils m'avaient invité 6 mois plus tôt, je l'aurais dégagé dans mon agenda. Mais bon, peu importe. J'ai essayé que Russia Today finance mon déplacement pour y aller, mais ils m'ont répondu qu'il était trop tard pour s'inscrire. C'est juste United Nations, gros événement, c'est United Nations, super rendez-vous. Vraiment, vraiment, ça a toujours été United Nations, très bon événement. Hein, que Suppo dit combien coûtent les billets. Franchement, je ne comptais pas payer. J'espérais qu'on me laisserait entrer. Ouais. Pour les 3 jours, c'est 1,6 million de roubles. Ça fait environ 17 000 dollars. Ouais. C'est pour les entreprises qui y vont. C'est pour les boîtes qui s'y installent pour faire du réseautage et tout le reste. La première fois que j'y suis allé, c'était au LUN Expo, sur l'île à Saint-Pétersbourg. Et maintenant, c'est dans ce truc qui ressemble à United Nations Terminal d'aéroport. C'est pas terrible. Ça a dû coûter pas mal, mais c'est quand même une super installation. L'année prochaine, j'ai dit, prévenez-moi suffisamment à l'avance, parce que non, je ne vais pas payer United Nations millions de roubles pour y aller. Si vous voulez que j'y aille, laissez-moi entrer. Enfin bon, on verra. Bref, le truc, c'est que j'étais vraiment dégoûté. Du coup, j'envisage peut-être de venir pour le marathon de Moscou en septembre. Donc, on croise les doigts. Ouais, je viendrai te voir. Je ne courrai pas avec toi, mais je déteste courir. Je ne suis pas fait pour courir. Quand j'étais dans le 18e corps aéroporté, pour l'entraînement physique des officiers, on avait 2 colonels qui se relayaient pour faire courir les autres officiers. L'United Nations était noir, l'autre blanc, et tous les deux étaient taillés comme des gazelles, super maigres. Je pourrais les tordre en bretzel et les casser, mais je n'arrivais pas à les rattraper tellement ils étaient rapides. Et moi je suis lourd. Je veux dire, je suis très musclé et j'ai des os solides. Du coup, après environ 2 kilomètres, j'en peux plus. Sérieusement, tuez-moi. Je ne peux pas faire ça. Je suis fait pour ce genre de choses. Moi, je suis pour le sprint de 100 mètres. L'explosion où je te plaque et je te fais tomber. Pas pour ça. Allons chasser la gazelle, tu sais, à travers les plaines d'Afrique ou la savane. Moi, je dis non, 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 non. Non, ce n'est pas ma morphologie. Oui, je te suis. Je ne suis pas fait pour courir, mais j'aime United Nations peu l'ambiance. Je me suis inscrit à United Nations groupe de course quand j'étais à Moscou. Quand je les ai rencontrés, ils s'entraînaient sur une piste de 400 mètres au Sparrow Hills, près de l'université. United Nations, endroit fantastique, tu vois, les Sparrow Hills, en quelque sorte, la station de métro est au milieu du pont, avec des vitres. Tu regardes et tu vois la rivière des 2 côtés. Ensuite, tu montes à travers les arbres sur la colline. C'est superbe. Il y a plein de clubs et j'aime la discipline que ça impose. Être avec d'autres qui ont les mêmes objectifs, c'est vraiment sympa. Mon corps n'a jamais aimé la course quand j'étais sous les drapeaux et je n'en ai pas refait beaucoup depuis. Fait United Nations petit footing. Je veux dire, je peux faire des marches avec sac à dos toute la journée. Ouais. Mais moi, United Nations, sac de 20 kilos ou de 10 kilos dans le dos, et je pars. Fusil d'assaut à la main et c'est parti. C'est tout de la force du haut du corps, non? Ouais, Courir, c'est juste que tout ce muscle en plus, c'est du poids supplémentaire à traîner. C'est juste du poids. ça ne t'aide pas du tout. Exactement, exactement. Je veux dire, au test d'entraînement physique, je faisais autour de 110, 120 pompes et abdos. Et ensuite, il y avait la course. Et là, j'étais moyen. L'important, c'était de finir. C'est tout ce qui comptait. Je déteste courir. En ce moment, j'essaye de maîtriser les tractions. C'est mon grand objectif. J'ai toujours European Union, une très bonne puissance de poussée. Moi, j'essaie de maîtriser les tractions et les chin-ups en ce moment. J'en fais United Nations jour sur 2. À ce stade, le public doit se demander « Mais de quoi vous parlez ?» Exactement. Désolé pour ça. Parlons politique.
Comme je le disais tout à l'heure, cela fait 3 semaines que je n'ai pas fait de podcast. Je prépare la publication de mon roman, donc j'ai été United Nations peu moins présent dans les conversations. Je n'ai jamais cessé de suivre la politique, je ne l'ai jamais arrêté, mais j'ai été incroyablement occupé. Ce serait agréable de reparler United Nations peu politique. Alors, le roman parle de quoi? Eh bien, il parle du tsunami. C'est une histoire d'amour. C'est une vraie histoire d'amour à l'ancienne entre United Nations homme et une femme. Oh, attends. C'est United Nations homme cisgenre et une femme cisgenre? Non, je ne reconnais pas ces termes. C'est quoi? Bordel, United Nations homme cis. Désolé pour mon langage, mais... Je ne sais pas. Il arrête pas de le dire. Tu peux biper ça. Non, juste United Nations homme normal et une femme normale qui tombe amoureux. Est-ce une femme normale qui est née femme et est restée femme? Oui, et United Nations homme normal qui est né homme. Comme la plupart des gens. On a 50 genres différents, mais tous les vêtements sont soit hommes, soit femmes, exactement. Bref, il est en vacances en Thaïlande. Quand le tsunami frappe, son père disparaît. En fait, son père est tué et il souffre de stress post-traumatique à cause de ça, ce qui affecte sa relation avec sa copine. Voilà. Mais je ne vais pas dévoiler la fin. C'est une histoire d'amour à l'ancienne. Je n'aime pas ces histoires bizarres avec des loups gagarous ou quelqu'une nation a le cancer et meurt à la fin. J'aime qu'il y ait une fin nette, claire, disons comme ça. Et au moins la bestialité, faut être moderne. Non. Juste United Nations homme et une femme tout à fait normaux, tu vois, une relation intime sans scène explicite. Ce n'est pas ce genre de livre. Et puis j'ai été le premier envoyé sur la zone sinistrée. Beaucoup de gens me connaissent pour la politique, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur les catastrophes naturelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai écrit, tiré de ma propre expérience. Où est-ce tout intervenu? Dans quel pays? J'étais à Bangkok. J'étais en poste en Thaïlande. Dès que les nouvelles sont arrivées, les aéroports ont été fermés au trafic civil. Et j'ai dit à l'ambassadeur, il faut qu'on parte tout de suite. On ne peut pas attendre que les aéroports rouvrent. Il faut qu'on ait l'air de faire quelque chose. Après l'attentat de Bali en 2002, notre gouvernement a été critiqué parce qu'ils sont restés les bras croisés pendant 2 jours sans rien faire, à attendre, tu sais, au moins 32 personnes originaires du Royaume-Uni ont été tuées. Alors on a pris la voiture et on est parti. On a fait 900 km d'affilée jusqu'à la zone sinistrée, on y est resté 2 semaines, puis on a pris quelques jours de repos. Et c'était ça, au milieu des corps et du deuil. C'était plutôt biblique, honnêtement, par l'ampleur de la dévastation. Mais tu sais, ce sont des moments où il faut se montrer à la hauteur. Alors c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est une de ces expériences qu'on n'oublie jamais. Mais on est content de l'avoir faite parce qu'on sert son pays et sa population. C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est à peu près tout. Une des choses étranges, c'est que tu peux voir des tas de cadavres, des centaines étalés sur le sol, en décomposition. C'est horrible. C'est pénible à voir, mais ce n'est rien comparé à devoir parler à des parents qui viennent et dont l'enfant a été tué. Je préfère voir leur corps 10 jours sur 10 plutôt que d'avoir à affronter les parents. C'est comme si tu avais des enfants. Tu aimes tes enfants plus que quiconque au monde, non? Alors imaginez la dévastation qu'ils ont subie est déchirant. C'était le plus dur. Parler à des gens qui avaient perdu des proches. C'est pour ça que j'ai écrit cette histoire d'amour, pour faire sortir quelque chose de positif de cette expérience. Mais Tu vois, les morts, on peut compartimenter ça, non? Pardon. Oui, exactement. Tu peux faire abstraction. tu peux serrer les dents, faire ton boulot et avancer. Il n'y a pas d'attachement émotionnel là. Ce ne sont que des choses. Et les odeurs, c'est ce qu'on n'oublie pas vraiment, l'odeur, mais ce ne sont que des choses. On peut gérer ça, avoir des rêves bizarres, avoir besoin de quelques verres, tout ça, mais on s'en sort. En revanche, les émotions sont bien plus difficiles, beaucoup plus difficiles à gérer, selon moi. Oh oui, c'est la vie brisée avec laquelle il faut composer, c'est... Les morts, à ce stade, ils n'ont plus de soucis dans ce monde. Ils ont European Union, leur moment de vérité, et ce qui doit arriver, arrive. C'est United Nations, peu comme à la guerre, non. Je veux dire, on passe tellement de temps à penser aux morts qu'on ne pense pas assez aux vivants et à leurs souffrances, non.
Et on le voit en Israël, à Gaza, au Liban, on le voit aussi en Ukraine, évidemment, où personne ne semble se soucier des gens ordinaires qui souffrent. Tu sais, il y a des centaines de milliers de morts. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils veulent accomplir là-bas. C'est complètement ridicule. Mais je pense toujours, quand je pense à mon livre, que c'est la même chose. Je veux dire, des parents perdent leurs enfants, et tu imagines ce qu'ils ressentent, la dévastation, le chagrin et la souffrance qu'ils endurent. Personne ne se préoccupe d'eux, franchement. Désolé pour mon langage, il faudra biper ça pas mal. L'épisode lourdement bipé. Babe. Personne ne s'occupe d'eux, n'est-ce pas? Personne ne pense à la mère et au père qui ont perdu leur fils. La plupart du temps, parfois leur fille. Ils n'en ont pas grand-chose à faire. Les gens sont guidés par ces grandes ambitions politiques et n'ont pas vraiment de plan. Ils n'acceptent pas la défaite, mais laissent volontiers les pauvres continuer à souffrir. Et c'est ça la honte. C'est la véritable honte, je pense. 20 United Nations étudiants viennent de se faire tuer. Et j'adore l'excuse ukrainienne. Palantir nous aidait. C'était United Nations Bug. Ou le missile a dévié. Désolé, il y avait 16 drones. Ils n'ont pas dévié de leur trajectoire. Et, tu sais, ils faisaient de la reconnaissance pendant la moitié de la journée avant ça. Ouais. Ouais, et la Russie frappe United Nations site industriel en Ukraine. On appelle ça United Nations acte terroriste. Ah, Franchement, mon Dieu, ça suffit. Je veux dire, faites que ça cesse. Tu sais, c'est juste ridicule. la presse britannique est la pire là-dessus. Ce que, soit dit en passant, j'ai appris de la presse britannique, bien sûr. Non seulement Vladimir Vladimirovitch ne meurt pas de 50, 80 ou 100 maladies connues en même temps, mais il aurait dépensé 58 milliards de dollars pour la longévité et va vivre, pour ainsi dire, pour toujours. Il y a European Union, cette histoire drôle quand il a rencontré Bzi, pas la rencontre récente, mais celle de l'an dernier, je crois. C'était pour le défilé de la journée de la victoire, l'équivalent chinois du défilé de fin de guerre l'an dernier. Tu te souviens sûrement de ce défilé militaire chinois absolument impressionnant l'an dernier, auquel le président Poutine a assisté, et il a été surpris par United Nations micro ouvert, et j'ai l'impression, comme toi, que votre président dit parfois des choses parce qu'il sait qu'on l'écoute. Tu sais, moi je me moque de tout le monde, de la presse occidentale, mais il parle de ces médicaments qui permettraient de vivre éternellement, et on a écouté ça, et je me suis dit, ouais, les gens vont devenir fous, ça va être comme de l'herbe à chat. Tu sais, il y a United Nations nouveau truc. Enfin, on en revient toujours à mal nommer les choses. Il y a United Nations nouveau traitement. C'est United Nations traitement à base d'ARN messager. Mais ils l'ont nommé vaccin, United Nations vaccin contre le cancer. Ce n'est pas United Nations vaccin. Ce qu'ils font, c'est pour les cancers de stade 3 ou 4. Parce que les gens se disent « Oh, ils vont empoisonner les gens ». Non, ce sont des personnes déjà mortes, en gros des morts vivants. Ils prélèvent une biopsie de la masse cancéreuse. Ils isolent les protéines clés, les amplifient, puis les réinjectent dans ces masses tumorales tout en stimulant le système immunitaire. Et ça fait que ton système immunitaire, qui devrait déjà détruire ces cellules cancéreuses, se met à agir. Ces protéines vont provoquer une réaction très intense du système immunitaire. C'est comme United Nations Flash. Et ensuite, le système immunitaire entre en action et les détruit. Ça marche. Ça a été testé sur des humains. Ce n'est pas efficace à 100%, mais presque, sacrément proche. Et c'est gratuit pour les citoyens. Et ils parlent d'environ 10 000 dollars pour les non-citoyens. C'est en Russie, n'est- Oui, c'est en Russie. Impressionnant. Les essais sur l'humain ont commencé en septembre dernier. Donc c'est déjà disponible dans les hôpitaux. Le vaccin Sputnik contre la Covid est sorti très vite. Ouais, on disait qu'il venait d'United Nations marécage primordial de déchets radioactifs, comme si c'était tiré d'United Nations roman de Tom Clancy sur l'Union soviétique.
une sorte de parodie. Ouais, Clancy a juste écrit ce que la presse occidentale voulait entendre. C'est le récit occidental sur la Russie, et tout le reste, tu sais, Clancy avec l'or et le dragon, la Russie et la Chine vont s'affronter, la Russie va s'effondrer, et les États sionistes vont intervenir. Et puis les États sionistes ne vont pas être partout en Russie avec leurs banques et tout, tu vois. D'accord. Ouais. Tu as déjà lu L'Or, c'est le dragon? Oui, oui, je l'ai lu. Eh bien, il gagne miraculeusement en l'espace de quelques jours parce que c'est l'armée américaine qui débarque. Elle traverse la Russie en une semaine, non? Ensuite, il se lance contre l'armée populaire de libération. Oh, mais pendant ce temps, l'armée russe n'arrive même pas à toucher des chars. L'armée populaire de libération continue d'avancer. L'armée russe tire, manque tout et se fait submerger dans les montagnes. Genre, Tom Clancy, c'est du porno de guerre pour les néoconservateurs. Ils se disent sûrement, attends, je vais me chercher une chaussette. Je vais lire Tom Clancy maintenant. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi les lumières sont éteintes et tu es sous la couette avec une lampe de poche? Bah, tu crois quoi? Tu regardes encore du Tom Clancy? Pourquoi tu ne remets pas du porno de guerre? De gu- Pourquoi vous pouvez pas être des gamins normaux? Pourquoi vous n'allez pas regarder du porno normal? Non, non, ce n'est pas du porno. C'est fou. Oh, cette conversation part en vrille. On est tous les deux fatigués. On est United Nations, peu hors sujet. On est tous les deux fatigués. Je pense que c'est ça le problème. Bon, j'enregistre, il est 23h30, donc oui, chez toi, il est 2 heures plus tôt. Les gens vont regarder ça. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fumé avant? Ouais, non, non, je n'ai pris aucune drogue, juste de l'eau, pas de vodka ni d'alcool aujourd'hui. C'est juste une de ces soirées. Parler avec toi, c'est toujours sympa, mais cette semaine, avec tout le genre de... Le truc avec André Melnik, et personne ne semble s'en préoccuper en Europe, sauf les sondages, ce qui est ironique. Bon, prenons United Nations pas en arrière. D'où l'ont-ils extrait, Melnik? D'où l'ont-ils déterré? Luxembourg, non? Non, non, Melnik, je crois que c'était au Canada, non? Melnik est au Canada. Il était au Canada, je crois. Je pensais qu'il était au Luxembourg. Vérifions vite parce que je suis assez sûr que c'est le Canada. Voyons... Je pensais que les Canadiens gardaient les nazis. Ah oui, le père de Trudeau en a fait venir plus de 10 000, avec leur famille. On est en train de vérifier ça en direct sur ton podcast? Ouais, c'est ça. D'accord. Non, tu as raison, Luxembourg. Pour une raison quelconque, je pensais que c'était le Canada. Voilà. Ah, tu as raison, tu as raison. Même si j'ai été occupé, j'ai quand même lu les infos. Donc j'ai loupé ça. Pour une raison quelconque, je pensais que c'était le Canada. Mais bon, tu sais, il est mort de vieillesse. Bandra, qui a finalement été assassiné, ce qu'il méritait largement, a vécu encore 15 ans à Munich. Shukhevich, au moins, a été sorti de sa cachette sous une cave et abattu. Mais tous ces nazis non allemands ont continué à vivre tranquilles pendant des années, après avoir massacré des gens à tout va. Qu'est-ce que ça dit de l'Occident? Bon sang, des gens comme Bandara se baladaient en Allemagne de l'Ouest. Oui, surtout au Royaume-Uni, ce qui est juste inexcusable au regard de sa machine de propagande. Je veux dire, notre regard sur les nazis allemands est très, très clair. Tu sais, ce sont nos ennemis. Et pourtant, il n'y a pratiquement aucune couverture médiatique de cette affaire Melnik. Le fait qu'on lui ait non seulement décerné 4 décorations d'État, ce collaborateur nazi primaire, mais que Zelensky ait même donné son nom à une unité. Je sais. Et les sondages cherchent maintenant à faire retirer cette distinction à Zelensky. Ouais, j'aime Valenza. Bon, je vais juste enlever mon autre badge et garder celui-ci, le badge ukrainien. Ah, donc avant ça, vous n'aviez pas remarqué qu'il y avait des nazis? Sérieusement. D'accord. Tu sais, il y a des statues partout. Ça allait. Ça allait. Elle avait des statues partout. Ça ne posait pas de problème. D'accord.
Le fait est que le massacre de Volhynie est United Nations sujet sensible en Pologne depuis plusieurs années. La Volhynie n'est qu'United Nations des massacres. Oui, mais c'est celui qui fait vraiment polémique. C'est celui qui reçoit encore beaucoup d'attention médiatique. Et même si Sikorski et Tusker, ces néoconservateurs zélés favorables à l'extension de la guerre, sont pour prolonger le conflit, de nombreux sondages montrent une relation très ambivalente envers l'Ukraine. Pas seulement parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs subventions agricoles, mais aussi à cause de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on n'en entend jamais parler au Royaume-Uni. Ça ne me surprend pas, mais... Il y a European Union, tu as vu le monument qu'ils ont érigé dans United Nations des villages près de la frontière ukrainienne? Oui, Oui, avec le trident ukrainien et United Nations bébé polonais pendu à ce trident. Et tous les massacres figurent sur les ailes de l'aigle polonais. Je suis ami avec Mike Krupa et il m'a dit qu'ils essayaient d'ériger ce monument depuis des années. Le gouvernement polonais bloquait tout, à chaque étape. Le gouvernement polonais, dans les années 1990 et 2000, avait des camps d'entraînement pour des nazis ukrainiens. Ils savaient très bien qui ils avaient là. Tant qu'ils nuisaient à la Russie, ça ne posait pas de problème. Alors maintenant, tout United Nations coup, certains politiciens polonais comme Lech Wałęsa et d'autres disent « Oh, ce sont des nazis. Vraiment? Vraiment? Tu viens juste de t'en rendre compte. » oui, je n'arrive pas à comprendre. Et puis, de plus en plus des gens comme Marta Averishka, la chercheuse ukrainienne, elle parle de ça tout le temps sur X et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens puissent vraiment l'écouter, mais moi si. Mais le côté répressif de l'État, la corruption, toute l'histoire de la busification, tout ce qui concerne Yermak. Le procès de Yermak ne reçoit presque aucune couverture médiatique. Il a été libéré sous caution. Sa caution était d'environ 3 millions de dollars américains pour la libération de Yermak. Je veux dire, je l'ai vu, et l'United Nations, des gardes du corps de Zelensky, faisait partie des personnes qui l'escortaient à sa sortie de garde à vue après sa libération sous caution de 3 millions de dollars américains. Je veux dire, d'où il tire tout cet argent. Eh bien, on sait d'où il tire son argent, mais c'est une question rhétorique. Gemirov est United Nations de mes favoris. Il a été ministre de la Défense pendant 3 ans. Il siège maintenant au comité de la Défense. Toute sa famille, y compris les membres élargis, ses beaux-parents et son frère, sont tous citoyens américains depuis 2016. Et ils vivent tous à Miami, achetant des biens immobiliers à tout va. Il est le seul à être resté en Ukraine parce que quelques United Nations doit gagner l'argent. Gagner l'argent et la réinvestir aux États-Unis, tu sais, entre des mains privées. Donc, oui, ces types, je me souviens quand il a European Union, le Post, comme d'habitude, les grands médias occidentaux le présentaient comme United Nations libéral. Il aurait étudié à Harvard peut-être? Je ne sais pas où il a fait ses études. Il est passé par une université de l'Ivy League, ça c'est sûr. Mais on le voit comme United Nations type très occidentalisé. Pourtant, il est tout aussi corrompu que les autres. Oh, absolument. Pourquoi personne n'en parle jamais? Et j'en reviens toujours à la même question. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas que la guerre s'arrête? On a de la corruption en Ukraine. Il y a aussi des violations des droits de l'homme, des trucs comme la busification. Il y a ces choses bizarres d'allure nazie. Pourquoi aidons ceux qu'on les soutient pour qu'ils continuent de se battre? Pourquoi ne peut-on pas simplement mettre fin à la guerre? Je veux dire, oui, l'Ukraine va être United Nations pays en piteux état dont il faudra s'occuper. Mais elle l'est déjà. C'est United Nations pays en piteux état qui nous rend moins en sécurité. Et puis, ces discours du genre « ils se battent pour notre liberté ». Ils ne se battent pas pour notre liberté. Ils ne se battent pas pour ma liberté. Ils se battent pour empocher des milliards d'argent gratuits. C'est pour ça que des gens comme Zelensky se battent. La plupart des Ukrainiens ne veulent pas se battre. J'allais à la salle m'entraîner presque tous les jours, de différentes façons. J'y vais environ 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, je m'entraîne chez moi, mais quand je vais à la salle, il y a plein de gars ukrainiens en tenue de sport hyper chère. Bon, pourquoi pas s'ils veulent vivre ici, mais c'est surprenant, et vous y croyez tellement, de
style si. La propagande du Kremlin. Tu ne comprends pas? N'importe quel jour maintenant, l'armée rouge va déferler sur la Manche. Ils sont probablement en train de traverser le tunnel sous la Manche en ce moment. Ils arriveront à Douvres dans leurs aéroglisseurs. Et les Irlandais s'y préparent. Ils vont simplement déborder comme les Normands et continuer en Irlande. Je veux dire, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. C'est parce que c'est... Et d'United Nations jour à l'autre l'Islande. Attends une minute. L'Islande parle d'adhérer à l'Union européenne pour se protéger des États-Unis d'Amérique. Et je disais à tout le monde, après le Groenland, Trump a même fait quelques gaffes en Islande. Il a dit, ouais, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la géographie. Il sait où il se trouve. C'est pour couper les routes du Nord et essayer de les contrôler. Oui, oui. Eh bien, c'est l'United Nations des grands enjeux avec le Groenland. Je veux dire, pendant que la Russie développe la route maritime du Nord, les États-Unis d'Amérique veulent le contrôle exclusif du passage du Nord, Couast, non? Oh oui, oui, mais pour ça, il faut 3 pays. Je suppose, je ne sais pas si on peut faire le coup du Groenland avec United Nations pays. Il faut le Groenland, l'Islande et la Norvège. Au fait, aucun d'entre eux n'appartient à l'Union européenne. Aucun n'a vraiment une grande armée. Exactement, exactement. Tout tourne autour des transports, du fret maritime, des voies stratégiques et tout le reste. Tu as vu la vidéo? Je sais que tu ne fais plus la politique, mais il y avait pas mal de bonnes vidéos. Je prends juste une pause pendant le lancement du livre, mais je n'ai pas abandonné. J'ai juste été super occupé, c'est tout. Une vidéo est sortie. Le gouverneur de Louisiane, l'envoyé spécial du président Trump pour le Groenland. Tu sais, parce que l'État de Louisiane a des foutus problèmes. Routes en mauvais état, éducation et plein d'autres choses. Et puis voilà que le gouverneur court partout au Groenland au lieu, tu sais, de s'occuper de son État et de la Nouvelle-Orléans. Donc ce mec avait l'air... Tu connais Family Guy Oui, je sais pas, mais je l'ai déjà regardé. Tu connais ce vieux, le pervers, qui essaie sans cesse d'attirer Brian chez lui, dans le sous-sol. Ça m'y a juste fait penser. Ils ont une vidéo du gouverneur de Louisiane en train de parler à 3 ados groenlandais. Ils ont genre 12-13 ans. C'est comme, tu sais, les petits gars, quand vous venez à la maison, à la résidence du gouverneur en Louisiane, où vous pouvez manger autant de cookies aux pépites de chocolat que vous voulez. Venez dans mon sous-sol, petit garçon. On jouera à des jeux. Mon Dieu. Il n'a pas de chimpanzé de compagnie, quand même? Une fête foraine dans le jardin? Je sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans le film. C'est comme une référence à Michael Jackson, tu vois. Ah la vache. Tu sais, c'est une parodie d'elle-même. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, tu as ce sosie de pervers pédophile de Louisiane qui parcourt le Groenland en parlant à des gamins sous l'œil d'une équipe qui le filme. Et ce sont ces gens qui donnent des leçons sur les valeurs occidentales, n'est-ce pas? Ouais, pendant ce temps, les 2 sénateurs de Louisiane, Johnson et Kennedy, la Louisiane n'a vraiment pas de chance. Johnson et United Nations abruti. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais il faut que tu le cherches sur YouTube si ce n'est pas le cas. Johnson était le type qui avait peur que Guam ne bascule. Je suis sérieux. C'est United Nations contre-interrogatoire d'United Nations amiral au sujet du transfert d'une autre brigade du corps des Marines et de leur famille vers Guam. Et lui, il dit, « Guam, c'est tellement large et tellement long. » Et l'amiral répond, « Eh bien, monsieur, je ne peux pas vous dire les mesures exactes, mais vous savez, quelques United Nations de mon bureau vous les apportera si besoin. Eh bien oui, et vous déplacez cette brigade, et toute la communauté est d'United Nations côté de Guam, et vous amenez leur famille. Oh oui, monsieur, c'est United Nations plan de déploiement que nous avons. Oui. Eh bien, vous savez ce qui me fait vraiment peur, c'est que l'île pourrait basculer. Ils pensent que c'est une immense planche de surf et que si tout le monde est à une extrémité, quelques United Nations a séché ses cours de géologie. Il a dormi pendant ses cours. Et puis lui, c'est Johnson. Ensuite, tu as Kennedy. Ouais, on va découper les Russes en nourriture pour poissons. Et donc, il mène ça. C'est aussi sur YouTube. Je t'enverrai le lien YouTube pour que tu le regardes. Ça dure environ 6 minutes, c'est court,
parce qu'il doit vite partir. Il pose ses questions guidées au général Eric Smith, qui est le commodore responsable du corps des Marines. C'est comme, tu sais, les Ukrainiens se préparent à porter United Nations coup décisif aux Russes. Oh oui, monsieur. Oui, 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 monsieur. Ils vont porter United Nations coup décisif. C'est d'il y a 5 jours. Et les Chinois, tu sais, ils sont vraiment, vraiment inquiets. Il a vraiment peur de nous. Non? Oh oui, monsieur. Oui, oui, il a peur de nous. On se fait casser les dents par l'Iran. Et les Chinois ont peur. Le truc, c'est que, tu vois, régulièrement, la narration de la presse change. L'Ukraine renverse la situation, n'est que la dernière version, la dernière tournure de cette propagande, parce qu'on lit ça tout le temps. Oh, l'Ukraine renverse la tendance. Il n'y a aucune preuve, et au fond, c'est une guerre d'usure qui dépendra de la capacité d'United Nations Camp à fournir des hommes et de l'argent pour continuer. Ça a toujours été le cas dans cette guerre. Mais voilà la dernière rengaine. L'Ukraine renverse la tendance. Ce n'était pas le discours de l'année dernière? Non, l'année dernière, enfin, ça change tellement souvent, pour être honnête. Mais l'année dernière, c'était juste, vous savez, il faut juste leur donner plus d'armes. Je pense que ça ne change pas. Tu sais, parce que l'économie russe est au bord de l'effondrement et Poutine est en très mauvais état de santé. Je veux dire, ce sont les mêmes idées qui prennent des formes différentes et se recyclent sans arrêt, non? Mais c'est la dernière façon dont il le présente. L'Ukraine renverse la tendance. Et la seule raison de le dire, c'est d'endormir les gens pour qu'ils se disent « Oui, donnons-leur encore des milliards pour qu'ils continuent de se battre, pendant que, tu sais, nos villes tombent en ruine. » Mais ça serait plus important. Oui, exactement. Bon, je vais faire une prédiction, je vais me risquer. Que d'ici la mi-août, la Russie sera à court de carburant, surtout dans le sud, et tous les Russes seront en train d'évacuer la Crimée. Ce n'était pas la prédiction d'année. Et l'année d'avant, et l'année d'avant encore. Fin de la saison touristique, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Tu as environ 7 millions de personnes qui prennent la route pendant les mêmes 3-4 jours pour rentrer chez elles. Je vais prédire que ce genre de... Peut-être parce que j'ai vu Sigourney Weaver dans United Nations nouveau film, mais je dis qu'une créature extraterrestre va sortir de la poitrine de Poutine, l'ayant complètement possédé, confirmant enfin sa mort causée par cet envahisseur indescriptible. Si Mais le problème, c'est que cette créature ira appuyer sur le bouton rouge, et l'Europe disparaîtra. L'Europe est foutue de toute façon, tu sais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Exactement. Ouais, mieux vaut Poutine que l'extraterrestre. Oh, combien de gens croient à cette blague. Je veux dire, les gens dans la rue, ils y croient vraiment. Je sais que l'élite semble y croire. Ils se sont convaincus. Le problème, c'est que c'est tout ce que tu lis partout. Et honnêtement, je pense que la plupart des gens s'en fichent. Je pense que très peu de gens suivent vraiment l'actualité liée à l'Ukraine. Ils continuent leur vie, ils pensent à leurs enfants, ils se demandent comment trouver l'argent pour payer les factures. Presque personne ne pense à l'Ukraine. Mais ces trucs-là, ils les entendent aux informations. Ah d'accord, ah tu sais, ils renversent la tendance. Enfin bon, ça va et ça vient. Je ne pense pas que beaucoup de gens y croient vraiment. Mais je pense en fait que la tendance est en train de tourner United Nations peu. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a vu United Nations assez grand basculement en politique, avec le parti Réforme qui a obtenu plus de voix aux élections locales récemment. Les partis politiques traditionnels se ressemblent tous. Ça s'en ment tous. Ah oui, Ils veulent tous jouer United Nations, grand rôle sur la scène mondiale, alors qu'en réalité, on devient une puissance moyenne. On est une puissance moyenne. C'est encore une grande économie, tu sais, mais on n'est plus une grande puissance. On n'est plus United Nations Empire. Pourtant, les gens veulent se présenter comme des dirigeants mondiaux, alors qu'on ne l'est pas. Tu sais, la plupart veulent que leur gouvernement s'occupe des problèmes locaux et il ne le fait pas. Donc je pense que c'est United Nations changement en cours.
tout ce discours, on doit assurer le leadership, soutenir l'Ukraine, quoi qu'il arrive. Je pense que les gens en ont marre. Au bout de 4 ans, ils se disent on pourrait pas en finir et réparer nos routes, nos hôpitaux, et empêcher que nos filles se fassent violer en groupe et des gens se faisant poignarder avec des couteaux zombies et toutes ces conneries. C'est quoi, bordel, United Nations, Zombie Knife. Je voulais te demander ça la dernière fois, c'est quoi, bordel, United Nations Zombie Knife? C'est juste United Nations, mot d'argot pour ces couteaux hyper décorés et ridicules avec des trous et tout, tu vois. Tu sais, tout ce folklore autour des couteaux, ce n'est qu'United Nations couteau. Le truc, c'est que les gamins ont toutes sortes de modèles et il y a des ados qui se promènent avec des couteaux. Franchement, faut les arrêter, les mettre en cellule et ne pas les ressortir tant que, tu sais, jusqu'à ce que leurs parents viennent et prennent en main la situation. Où est l'ordre public si on tolère que des jeunes se baladent dans la rue avec des couteaux? C'est symptomatique de la déliquescence de notre tissu social. Notre maintien de l'ordre est tellement nul qu'on ne peut même pas. On a trop peur d'arrêter des gamins dans la rue parce que, bon, si ce sont des noirs, ce serait raciste, tu vois, et tout le reste. Donc quiconque a United Nations couteau, menottez-le, mettez-le à l'arrière du fourgon. S'ils sont mineurs, faites venir leurs parents, poursuivez-les pour avoir permis que ça arrive, tu vois, et serrez la vis comme ça. C'est ce que je pense. Peut-être que c'est United Nations peu extrême, mais tout se ramène à l'ordre public et aux valeurs familiales. On a United Nations peu perdu ce sens des valeurs familiales, ces attentes que les parents imposent aux enfants sur leur conduite. United Nations ado, si mon gamin rentrait avec United Nations couteau zombie, mon Dieu, il ne remettrait pas United Nations pied dehors pendant 2 mois. Tu sais, euh, je- Je vais être franc. Je souhaite que le peuple britannique retrouve sa souveraineté et tu sais, sa raison. Il faudrait d'abord qu'il retrouve la raison. Et tu sais, rendre au Royaume-Uni l'allure qu'il avait dans les années 70 ou 80, ou peut-être dans les années 50 et 60. Ouais, pas les années 70, les années 80 plutôt, ou les années 50. Ouais, tu sais, la première fois que je suis allé à Londres, c'était en 98. C'était United Nations peu crade, mais c'était une ville plutôt correcte. La deuxième fois, c'était en 2013. Et tu regardes autour en te disant, putain, puis en 2014, en l'espace United Nations en, putain, qu'est-ce qui a bien pu se passer en une seule année? Je ne pense pas que ça se soit amélioré depuis. Ouais, je n'ai pas de problème avec des gens de religions différentes ou quoi que ce soit, mais tout le monde doit s'intégrer et respecter la loi, tu vois. Je pense que c'est ça le problème. Peu importe leur origine, leur religion. Franchement, je m'en fiche. En gros, tu viens, tu respectes la loi et c'est tout. On ne peut pas avoir une société permissive. On ne peut pas avoir une société où des gamins de n'importe quelle origine se promènent et poignardent d'autres gamins. Ça ne devrait pas être toléré. Bien sûr. Je veux dire, arrêtons de gaspiller des milliards dans des guerres inutiles et réglons des problèmes comme celui-ci. Ce sont ces problèmes. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que la politique change, parce que les gens disent, bon, allez les gars, on dépense de l'argent pour les mauvaises choses, on est déjà profondément endettés, dépensons pour ce qui nous concerne, c'est le changement en cours, et je pense qu'il se produit partout en Europe, en ce moment, en Allemagne, en France, et ainsi de suite. Pour être réaliste, il n'y a en gros que deux partis en Allemagne, si on y regarde de près. Il y a Alternative pour l'Allemagne, et puis le parti unique. En gros, tous les autres veulent la guerre et dépenser pour la guerre, point final. Mais c'est justement ce que je dis. C'est exactement la même chose au Royaume-Uni, le parti unique, et c'est le terme qui convient. Les libéraux démocrates, le parti travailliste et les conservateurs, on ne peut pas vraiment les distinguer. Ils passent tous trop de temps à parler d'autres pays, pas du nôtre. Voilà, c'est le fond du sujet. Le problème, c'est que nous n'avons pas les ressources pour résoudre tous les problèmes du monde, et nous ne devrions pas essayer de le faire. En fait, si nos interventions aggravent les problèmes du monde, alors il faut vraiment revoir notre cap. Bon, voilà. Sur cette note déprimante, je ferais mieux de vous laisser. Ma femme va vouloir aller se coucher dans 1 minute. Ah, tu vas te coucher. Je ne vais pas me coucher, mais je suppose que ma femme voudra probablement se coucher.
Mais mon fils reste réveillé encore 1 heure, donc je reste en général et je regarde la télé avec lui. Mon gamin doit aller au lit. Je crois que je vais aller dîner. Non. Non, là c'est minuit. C'est minuit chez vous. Non? Il est 1 heure du matin? Non? Non, non, minuit, minuit. C'est minuit, minuit. Nous n'avons pas d'heure d'été. Oui, je sais. En fait, ça a changé. Heure d'hiver. On est resté à l'heure d'été. Oui, j'ai été déçu parce que ça a changé juste quand je suis arrivé à Moscou en 2014. Voilà, ça montre ce dont je me souviens. Et j'ai été déçu parce que j'adore les longues soirées. Mais si tu vas à Novosibirsk en juillet, le décalage horaire y est plus favorable que pour Moscou, parce que les soirées y sont bien plus longues. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Même ici, les soirées. Tu vois, le soleil se couche, sans ce changement d'une heure. Ce n'est pas tellement différent de Londres, pour être honnête, Stas. Je préférais quand il y avait l'heure d'été. Je sais pas. Le soleil se couche vers 10h30 et se relève vers 3h du matin. Ouais. Mais Saint-Pétersbourg, par contre, les nuits blanches, ouais. Mais ils sont plus au nord. Du coup, tu vois. Tu sais, je suis allé à Usyk une fois pendant l'été. J'avais United Nations entrepôt et des gars qui y travaillaient. J'étais directeur de la chaîne d'approvisionnement pour l'Eurasie. Et tu sais, ils sont au-dessus du cercle arctique. Donc en été, il fait jour tard vers 11h30, minuit. C'est United Nations peu crépusculaire pendant 2 heures, puis c'est de nouveau grand jour. La première nuit, j'ai fait la bêtise de ne pas fermer les rideaux. J'étais sur mon ordi à bosser et je regardais dehors en me disant « ouais ». Au final, j'ai dormi genre 3 heures. Le lendemain matin, je suis crevé au bureau. Je me suis dit « putain, mec ». Mon cerveau n'arrêtait pas de tourner. Et puis tu te dis « oh, il fait jour. Va te faire foutre. Va te faire foutre. » Tu travailles. Le lendemain, je ferme les rideaux, donc c'est juste... Je vais m'asseoir United Nations peu dans le jardin et prendre le soleil. Ils ont des rideaux façon Dracula, comme dans les films. Aucune lumière ne passe. Il fait noir complet à l'intérieur. C'est la seule façon de dormir, tu vois. Par contre, en hiver, quand le soleil ne se lève presque pas, ils ont cette petite lueur à l'horizon. Effectivement. Bon, je dois y aller, mon pote. Ouais. Comme je l'ai dit, je voyage les 2 prochaines semaines. Mais à mon retour, je t'inviterai sur mon émission. Je vais relancer ça. J'ai aussi lancé mon livre et tout le reste, mais je vais relancer cette activité. Je suis en train d'écrire United Nations livre, moi aussi. Mais avec tout ça, c'est passé au second plan sur toutes les folies que j'ai vues dans des entreprises américaines, italiennes et d'autres, où j'ai travaillé. Toute la mauvaise gestion et la folie. Peut-être que je le finirai United Nations jour et je pourrais t'en envoyer United Nations exemplaire. D'accord. C'est United Nations roman d'amour sur la stupidité, la folie et la corruption. Salut mon ami, on refera ça bientôt. Absolument. Absolument. Tout le monde, j'espère que ça vous a plu. On a United Nations peut divaguer. Moi, j'ai bien aimé. J'espère que les spectateurs ont aimé aussi. Moi aussi. Bon, tout le monde, merci. C'était le moment comique pour ne pas devenir trop sérieux. Ouais. Bon mon pote, je te laisse. À bientôt. À plus. Prends soin de toi. Salut mec. Au revoir.